Aujourd'hui, on a 2 membres de l'équipe Cube qui vont faire cet event avec nous, qui sont Arthur et Alice, qui vont se présenter dans une petite minute, nous en dire un peu plus sur leur parcours, sur Cube, sur leur job aujourd'hui. Moi, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Flavie. Je suis responsable notamment de l'organisation de ces events, les Maestrix, qui sont donc des webinars ou des events en présentiel quand le Covid nous le permet, c'est-à-dire un peu de temps en temps. Il y en a un qui arrive très bientôt d'ailleurs, ça va être chouette. Et en fait, l'objectif, c'est de se faire des conférences d'environ 1 heure où on interviewe 1 ou 2 experts d'un sujet assez précis dans le product. Et l'idée, c'est de profiter de ce temps qu'on passe ensemble pour lui poser un maximum de questions et pour apprendre le plus de choses possibles sur son job, sur son quotidien, sur les problématiques qu'il a, sur la manière qu'il va de les résoudre, sur les méthodes qu'il utilise, sur les outils qu'il utilise. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être comme une petite souris qui va dans le quotidien des personnes et d'apprendre un max de choses pour que derrière, ça puisse nous être utile à nous dans notre quotidien. Et moi, je suis comme vous, je suis apprenante en product à fond. C'est pas mon métier à la base et pourtant, ça me passionne ces sujets-là. Du coup, je suis assez bien placée pour poser des questions de personnes ignorantes pendant ces conférences. Donc, comptez sur moi pour poser toutes les questions. Et puis, si vous en avez, évidemment, vous les mettez toujours dans le chat. Je précise que d'habitude, j'anime un peu ces events toute seule. Malheureusement, ma voix me lâche en ce moment. Elle a décidé de me quitter pour quelques jours et du coup, j'ai demandé à Shana de la team Maestro de se joindre à moi pour co-animer ce Maestrix. Comme ça, si à un moment j'ai une extinction et que je ne peux plus parler, je serai toujours dans le chat, mais c'est Shana qui prendra un peu le relais. Je vais essayer de faire attention. Et du coup, moi, j'aimerais bien savoir qui est connecté avec nous aujourd'hui. Du coup, qui vous êtes? Mettez-nous dans le chat là. Est-ce qu'on a des devs, on a des PO, des PM, des devs low-code peut-être, designers, no-codeurs, etc. Dites-nous un petit peu qui vous êtes. Comme ça, nous, ça nous aide à nous rendre compte avec qui on va passer cette prochaine heure là. J'entends tous les pop-up. Alors, PM, PO, PM qui veut devenir product builder. PM, ok, donc beaucoup de PM, PO. Junior dev low-code, ok, et Bubble en plus. Chouette, comme Arthur. Product designer, PO. Ok, trop cool. Beaucoup de PM, PO. Chouette. Et du coup, donc, je vous ai parlé un peu des Maestrix, mais aussi, pour vous redonner le contexte, les Maestrix, c'est organisé par Maestro, l'école du produit et de la tech. Et du coup, on a plusieurs formations, notamment une pour devenir product manager, qui est pour beaucoup de profils en reconversion. On a une formation pour s'acculturer au product design, qui est majoritairement suivie par des product managers qui portent aussi la casquette de product designer dans leur boîte. On a une formation sur la tech dont l'intervenant se trouve parmi nous, Stan, qui est connecté avec nous aujourd'hui, qui est celui qui a créé de A à Z cette formation qui est en e-learning et qui permet en fait aux PM d'être plus à l'aise avec tout le vocabulaire de la tech et d'être plus à l'aise pour bosser sur leurs produits, pour travailler avec des développeurs. Et enfin, j'imagine qu'il a mis un petit yeah, salut Stan. Et aussi, on a une formation, je pense, qui va très bien, enfin qui correspond pas mal à la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, qui est une formation sur le no-code, qui est en fait pour les personnes, c'est un format hybride, donc c'est en cours du soir en ligne et puis en journée le jeudi matin. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de devenir autonome grâce au no-code, de réussir à mieux tester ses idées, de réussir à sortir des MVP, des prototypes, des prototypes de son produit plus rapidement et d'être en fait beaucoup plus agile grâce au no-code. Et puis aussi, ça permet d'automatiser toutes les tâches de la vie de tous les jours, toute cette partie un peu comment est-ce que tu fais pour perdre moins de temps sur des missions un peu chronophages. Il y a aussi toute cette partie-là qui est abordée. Shana, si tu peux mettre le lien hop là vers le syllabus en commentaire. Comme ça, pour les curieux, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Et bien sûr, il y a tout sur notre site internet. Vous pouvez retrouver toutes les infos. Je vous donne tout de suite notre prochain rendez-vous. Alors nous, on est super actifs sur LinkedIn. On met tous nos updates. Donc si vous voulez un peu suivre l'actu Maestro, ça se passe là. Et ensuite, on a la page Meetup où vous avez tous les events comme ces Maestro qui sont mis à jour. Et on va parler de plus en plus de sujets no-code, low-code, etc. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, vous pouvez vous y rendre. J'ai fini de parler et puis je vais faire une petite pause pour ma gorge. Mais du coup, Arthur, un de nos 2 speakers, si tu veux bien nous présenter un petit peu ton parcours, nous dire un petit peu plus qui tu es.
Yes, merci Flavie pour l'introduction. Bonjour à tous. Arthur, je suis un des cofondateurs du coup de Cube. Cube, qu'est-ce que c'est? C'est une agence de développement qui s'est lancée il y a maintenant quasiment 3 ans, qu'on a cofondé du coup à trois avec Pierre et Thomas, mes associés, et dont l'objectif était en fait de lancer des projets, accompagner des entrepreneurs dans le lancement de leurs projets entrepreneuriaux, dans l'idée que les outils no-code pouvaient nous aider à répondre à leurs besoins plus rapidement, plus efficacement, un peu parce que promet aussi aujourd'hui Maestro sur enfin, sur le côté no-code pour pouvoir sortir des MVP, développer rapidement. Et en fait, au fur et à mesure, on a vraiment développé notre expertise et le scope de nos interventions pour aujourd'hui couvrir un spectre vraiment low code. Donc, on va du POC au MVP, mais même plus loin sur le scale des projets. Donc, vraiment le passage à l'échelle pour des projets long terme. Moi, personnellement, du coup, comment je suis rentré là-dedans? Alors, de base, je suis ingénieur. C'est marqué sur la fiche là. Je suis ingénieur à l'origine, mais ingénieur en hardware, donc vraiment la partie électronique. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis intéressé un peu au no-code et notamment au web et aux API. Et ça m'a donné envie de rentrer vraiment dans ce domaine-là. Et je suis rentré un peu par la porte justement du no-code et des outils comme Bubble. Et j'ai découvert Bubble il y a 4, un peu plus de 4 ans maintenant, quand c'était vraiment tout le début. Et tout de suite, j'étais un peu passionné par ça. Et aujourd'hui, on essaye avec notamment Alice de transmettre cette passion et d'expliquer à des développeurs, mais pas que, comment ils peuvent utiliser aujourd'hui des outils no-code de manière vraiment chirurgicale, mais aussi pour du développement long terme. Trop bien. J'ai déjà plein de questions pour toi, mais juste avant, on va laisser Alice nous en dire plus sur son parcours et sur son job. Moi, je suis déjà une opinion quand même. Moi, je suis arrivée chez Cube il y a 1 an pour mon stage de fin d'études et depuis, je suis partie et je suis donc développeuse là-bas. Mon parcours est assez classique. J'ai fait une école d'ingénieur, donc j'étais déjà vraiment dans le dev. Et après, j'ai pris justement une spécialité réalité virtuelle et c'est un peu là que j'ai découvert les outils no-code parce qu'au final, j'utilisais Unity, qui est quand même un outil visuel, hein, auquel on rajoute du script, mais c'est un peu le premier pas que j'ai fait finalement vers le low-code. Et après ça, déjà, je voulais plus justement recoder ce qui avait aucun intérêt. C'est grâce à ça que j'ai pu découvrir Cube et Bubble et ce qu'on utilise aujourd'hui pour créer nos sites et toutes les applis. Ok, trop cool. Alors attendez, j'arrête de partager mon écran. Et alors je commence direct avec une première question parce que Arthur, tu as utilisé le mot TOC et MVP. On commence par une toute petite base de définition, comme ça tout le monde arrive à suivre. Je pense qu'il va y avoir plein de mots que moi et peut-être vous les participants, vous ne connaîtrez pas. N'hésitez pas à le dire dans le chat quand c'est le cas. Mais alors du coup, est-ce qu'en premier, vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est un TOC, un MVP, un produit d'une manière générale? Ouais, alors je pense que plein de gens auront des définitions différentes. Moi, je vais vous donner déjà la mienne et un peu celle qu'on partage quand je sais Cube. L'idée du POC, vraiment, qui est du coup Proof of Concept, pour ceux qui ne savent pas, l'idée vraiment du POC, c'est de dérisquer, on va dire, une problématique technique. De dire, voilà, j'ai envie de faire ça. J'ai envie, par exemple, d'utiliser une technologie pour répondre à un besoin. J'ai peut-être pas besoin de créer tout un produit pour pouvoir y répondre. Je vais juste essayer sur quelques jours de créer justement ce POC pour dérisquer le projet. Mais l'idée derrière, c'est de mettre à la poubelle, on va dire, ce projet. Mais c'est vraiment sur quelques jours. Et à la différence du MVP, du coup, qui est Minimum Viable Product, c'est vraiment un produit où l'idée, c'est d'aller le commercialiser et de faire ses premières ventes avec. Et donc, nous, on accompagne alors à la fois sur du POC technique quand il le faut, mais également sur des MVP, c'est surtout ça qu'on va aller viser pour pouvoir directement, à la fin d'un premier développement, première conception et premier développement du projet, qu'on arrive à un produit final qui peut être commercialisable et qui peut être fonctionnel à part entière.
OK, très clair. Alors, ouais, justement, ça remet bien, au clair mon niveau. J'ai dit TOC et pas co et pas POC. Donc vraiment, c'est pour dire à quel point alors qu'en plus, je connaissais déjà un petit peu, le principe. OK et alors du coup, juste pour bien comprendre par rapport à Cube, vous vous arrêtez au MVP, c'est-à-dire que vous avez pas il y a pas de, clients qui viennent vous voir avec déjà un MVP pour justement le faire évoluer ou autre? En fait, vous partez de l'idée du produit, de la problématique de base et vous arrivez au MVP? Alors ça dépend. En fait, on a vraiment plein de, on fait plein de projets vraiment différents. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que parfois, on a des clients qui viennent nous voir en disant, bon, bah, aujourd'hui, j'ai fait mon premier produit, je suis un MVP, mais voilà, je ne suis pas forcément satisfait. J'ai une bonne base et j'ai envie d'améliorer ça et de repartir dessus. Et donc, on part déjà d'une base. Ou alors parfois, on est vraiment, on part tout simplement d'idées et on a tout un travail vraiment de stratégie de produit, de co-création qu'on doit mettre en place pour justement arriver à ce premier produit qui doit être fonctionnel. Mais donc, on fait pas que du MVP. Hein, c'est aussi ça qui est compliqué à, je pense, cerner. Et je pense que tous les PM qui sont avec nous là l'auront en tête aussi. C'est de se dire, bon, MVP, où est-ce qu'on s'arrête? À quel moment on se dit, là, je suis plus dans MVP, là, je suis vraiment dans mon produit final. Nous, ce qu'on essaie de vraiment garder en tête et ce sur quoi on essaie de se focaliser, c'est de se dire, OK, on a un MVP, on a un premier produit, c'est ça qu'on va réaliser, mais derrière, on va faire en sorte de pouvoir itérer rapidement, efficacement sur le long terme, dans l'objectif toujours de scaler. Et c'est aussi pour ça que nous, on utilise le terme low code et non pas vraiment no code, c'est pour éviter un peu les barrières qu'on peut avoir avec la technologie, parce que l'objectif, c'est pas de se dire, justement, c'est pas comme le POC de le mettre à la poubelle après, ça va être de pouvoir continuer à l'utiliser et de progresser sur notre produit sur vraiment le moyen long terme jusqu'à ce que éventuellement voilà la techno soit obsolète et au bout de quelques années et qu'il faille absolument changer de voilà, soit de technologie, soit reprendre même depuis le début tout le produit. OK. On a une question de Manon dans le chat. Itérer égale scaler. Non, justement, elle demande la définition de itérer et scaler. Alors, itérer, du coup, c'est tester plusieurs fois, enfin, tester quelque chose jusqu'à. Enfin, justement, dans l'idée, il n'y a jamais de version parfaite. On est constamment en train de faire évoluer pour faire de mieux en mieux. Du coup, c'est tester, un synonyme. Et après, pour scaler, c'est pouvoir faire grandir un projet. C'est-à-dire, par exemple, tu as ton MVP, tu l'utilises au tout début, tu le testes sur 4, 5 utilisateurs en première phase, et ensuite tu le testes sur 50, 100, etc. Et puis le but, c'est de le faire grossir et de le faire utiliser par le plus possible d'utilisateurs. Parce que j'ai pas dit trop de bêtises. C'est validé. Validé. Super. Donc, du coup, tu en as déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous pouvez nous redonner un peu la différence entre no-code, low-code et code pour que ça soit bien clair dans la tête de tout le monde avant qu'on continue, parce que sinon, ça va biaiser la suite des réponses. Oui, oui, il n'y a pas de problème, hein. Déjà, pour commencer, le code classique, bah, c'est des langages de programmation qu'on connaît, qui sont avec bah, des if, des else, tout ce qui est classique. Je pense que Arthur, il complétera ce que je vais dire. Là, je vais aller dans une définition très, très simple. Le no-code, c'est vraiment des plateformes où on aura vraiment besoin de 0 ligne de code. Les if et les else seront déjà là. Ce sera des modules qu'on va importer, donc qui sont en général d'ailleurs comment dire, des drag and drop d'objets, tout simplement. Et le low-code, du coup, c'est un mix des deux. Donc, des outils qui sont en général très visuels, où on peut justement drag and drop, rajouter des modules, mais où on peut aussi rajouter bah, nos spécifications, nos petits morceaux de code, de façon à personnaliser complètement les produits. OK. Et alors, du coup, en termes d'outils, on se parle là en low-code. Vous, ce que vous utilisez, c'est comme outil? On utilise Bubble, qui est... Alors, vas-y. ouais, Bubble, on utilise effectivement quasiment à 100% Bubble en interne parce que ça a l'avantage justement de couvrir un spectre vraiment colossal d'applications. Bubble est assez particulier parce que c'est un outil qu'on va mettre plutôt dans la case no code a priori. Souvent, quand on parle de no code, on va dire on met vraiment Bubble dedans. Nous, on va le mettre plutôt dans le low code. Après, je pense qu'avant tout, c'est une approche qui est différente. Mais comme le disait Alice, à juste titre, c'est que sur Bubble, on va pouvoir à la fois coder de manière visuelle
sans passer par justement des lignes de code, if, else, etc. Mais derrière, on va pouvoir aussi dépasser les barrières du no-code en rajoutant du code en JavaScript, du coup, qu'on va pouvoir faire. Et c'est là où, du coup, on a nous, c'est pourquoi on utilise vraiment le terme de low-code, même si pour beaucoup de personnes, Bubble rentre dans la deuxième catégorie. Mmh. Et ça y est, d'ailleurs, c'est une question. Alors, en termes de montée en compétence sur cet outil Bubble, je ne sais pas si, Alice, toi, tu l'as utilisé pendant tes études, mais à combien de temps vous considérez le temps de travail pour commencer à devenir assez chaud sur Bubble et à pouvoir à peu près mettre en place toutes les idées qu'on a? Alors, déjà, il faut savoir que moi, je ne l'ai pas du tout utilisé durant mes études. J'ai Ok. utilisé aucune technologie de low-code, mis à part, comme j'ai dit, un peu Unity, mais où il y a quand même énormément de code à faire pour que les éléments interagissent entre eux correctement. Donc, non, c'est vraiment avec Cube où j'ai pu découvrir ça. Et vu que j'ai un passé et une logique déjà un peu de développement, ça a été hyper rapide de comprendre comment ça fonctionne. Ok. Et c'est très, très accessible, en fait. C'est très accessible. Ouais, c'est quand même accessible, je trouve, c'est ça. Ok, ça c'est chouette, c'est quelque chose qu'avait dit Erwan, le fondateur de Contournement, pendant une table ronde qu'on avait fait avec Cube justement, qui a dit il faut bien se dire le no-code, c'est accessible, ça ne veut pas dire que c'est facile. Oui. Et je trouve ça hyper bien parce que c'est la première idée reçue que tu as sur le no-code, c'est que ouais, trop facile, je vais faire du drag and drop, je peux faire je peux tout faire. Et en fait, oui, tu peux faire plein de choses, mais c'est pas facile, quoi. Faut surtout les outils comme Bubble qui sont quand même qui demandent un peu de temps de pratique. Et du coup, toi, de ton côté, Arthur, la formation sur Bubble, ça s'est passé comment? Alors, je pense qu'effectivement, la courbe de progression sur Bubble est vraiment longue. On a un peu de bruit. Oui. En fait, je pense que si on a des bonnes bases, et comme c'était le cas pour Alice, qui avait déjà travaillé déjà développeuse, en tout cas une formation de développeur à la base, donc ça aide énormément, à déjà travailler sur des outils type Unity qui font travailler cette logique, hein, de se dire, bon, ok, j'ai des outils à portée de main, comment je peux les utiliser pour répondre à mon besoin. Donc, quand on a déjà ça derrière, bah forcément, ça aide. Quelqu'un qui n'aurait pas forcément ce bagage, je pense que ça prendrait quand même quelques mois, je pense 3-4 mois avant d'être vraiment qui peut être autonome sur un projet, on va dire simple. Maintenant, là où c'est intéressant quand même, c'est que on peut le faire. Ça prend pas 10 ans comme du dev tradi, à dire ok, au bout de 10 ans, là, je suis assez serein, je peux faire un projet. En général, quand on prend un développeur traditionnel qui arrive sur le marché du travail, pour réussir à lui trouver un scope dans lequel il va réussir à s'épanouir, mais aussi être autonome, c'est compliqué. Parce que voilà, il y a une telle barrière et un besoin d'expertise et d'expérience qui est tellement important que c'est très compliqué d'aller dire bon bah voilà, ça on sait que sur ce scope tu vas être autonome et tu vas pouvoir tout seul avancer à ton rythme, quoi. Là où Bubble, la courbe, on va dire, vraiment de progression est beaucoup plus linéaire, beaucoup plus fluide. On est moins sur, bon, j'ai fait tout ça et maintenant je peux enfin travailler. Donc voilà, on est vraiment, c'est un peu plus lisse. Donc c'est aussi intéressant par rapport à ça. Je pense que ça ouvre des portes à des personnes qui ne seraient pas forcément destinées au métier de développeur à l'origine. Ok. Ok, super. Bah, écoutez, je vous propose qu'on passe un peu à la deuxième partie de ce webinaire, c'est-à-dire concrètement le métier de dev low-code, un peu plongé dans le quotidien, dans l'émission. Et du coup, ma première question, ça serait votre définition du rôle, c'est-à-dire sa place et la manière dont il crée de la valeur dans l'entreprise. Qu'est-ce que c'est pour le dev low-code? Tu veux répondre en premier? Alice. Bah, en tout cas, pour moi, je trouve, en tant que développeuse du coup low-code chez Cube, ce qu'on apporte principalement, c'est notre logique et notre expertise justement à utiliser sur Bubble, mais aussi toute la vision qu'on a sur le produit, les fonctionnalités qui vont marcher entre elles, qui vont pas marcher, qui je pense du coup sont un peu plus pertinentes, par exemple, que des personnes qui auraient peut-être pas eu notre background au départ et qui auraient mis plus de temps justement à se former. Et je pense vraiment que c'est ça notre valeur ajoutée, notre façon de penser par rapport à l'outil. Et comment on va tout aménager pour que toute l'architecture des sites, justement, soit bien optimisée et pour le client. Ok, donc c'est vraiment apporter une connaissance technique au processus de développement d'un produit qui est toujours centré utilisateur. Il ne faut pas oublier que, comme on dit, low-code, ça peut être utilisé par tout le monde,
avoir une expertise pour mieux l'utiliser, c'est toujours un peu mieux. Ouais. Ok. Je sais pas si tu veux peut-être compléter cette définition. Effectivement, je pense que Alice a raison. Ce qui est intéressant dans ce métier-là, c'est vraiment le côté architecte en fait. Où dans le dev strategy, on va avoir plutôt deux casquettes. Donc vraiment au niveau du développeur, qui va être, alors en général, il y a les lead développeurs qui vont être les architectes des solutions, qui vont dire bon voilà, pour ça, pour pouvoir répondre à ce besoin-là, je vais devoir mettre en place cette stack. Donc stack, c'est le type de langage qu'on va utiliser pour répondre à un besoin. Donc, je vais mettre en place cette stack technique en plus de celle-là et je vais combiner tout ça pour pouvoir faire un super beau package. Et derrière, il y a la casquette du développeur plus opérationnel qui va aller écrire le code vraiment et faire les fonctions, les fonctionnalités une à une qui vont permettre de donner vie au projet. Là où ce qui est intéressant vraiment dans le dev low-code, je pense, c'est que cette partie un peu redondante, on va dire, du taper du code, on la retire, ou en tout cas, on, on va retirer 80%, voilà, on va alléger exactement. On va alléger ça et on va se focaliser beaucoup plus sur l'architecture, sur le côté, OK, quels sont les meilleurs choix que je vais pouvoir faire, moi, en tant que développeur et en tant que connaissance technique, avec les connaissances techniques, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quel choix je vais faire techniquement pour que ça réponde efficacement à mon besoin. Et j'ai moins me focaliser vraiment sur l'implémentation. Parce que voilà, c'est une fois que j'ai fait le choix, il n'y a pas forcément 36 000 façons de l'implémenter. Justement, comme disait Alice, bon, ça va être du drag and drop, ça va être des choses comme ça. Il n'y a pas, on va pas se poser la question de ma variable, je vais l'appeler X ou Y, qui finalement, bon, est un gros challenge pour les développeurs. Et les gens qui ont déjà développé sauront de quoi je parle. Ce nommage de variables, c'est toujours un casse-tête. On va pas se poser ces problèmes-là. On va directement se dire, OK, j'ai fait ce choix architectural. Du coup, mon opérationnel, concrètement, il se décline facilement, quoi. Mais tout l'intérêt et toute l'expertise vraiment du développeur réside dans cette capacité justement à faire les bons choix techniques en relation avec les autres personnes de l'équipe. Ok. Alors, question, est-ce que chez Cube, vous avez des développeurs, des personnes qui sont uniquement développeurs? Et si oui, du coup, comment se fait la limite entre les deux rôles? Est-ce qu'il y a une distinction dans les missions vraiment, du coup? Oui, enfin, les développeurs sont là pour le code. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de. Ok, mais c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire des développeurs qui font que du code et limite qui touchent pas Bubble, etc. C'est ça que je veux dire. Non, il n'y a pas du tout de limitation dessus. En fait, on a du coup les projets qui sont amenés par les clients et chaque développeur a un, deux, trois projets. Ça dépend de l'ampleur des projets qu'on a sur le moment. Et on fait tout, ce qui est devant, derrière, le code, ce qui est le drag and drop du coup. Ok, ok. Vraiment, Ok. Et du coup, bah, justement, par rapport à cette question, je veux bien que vous rentriez un peu, du coup, comment ça se passe quand il y a un client qui arrive, qui est en contact avec la personne, à quel moment justement le dev code intervient, et puis avec qui vous travaillez du coup un petit peu au quotidien. Comment est construit un peu la gestion du projet? Alors, je vais commencer à répondre et Alice, si tu veux rajouter des choses, je t'en prie. Alors, nous, on a fait le choix chez Cube vraiment de garder une structure assez traditionnelle finalement. Je sais que c'est pas forcément le cas de tous les acteurs qui sont sur le no-code, low-code aujourd'hui, qui voilà, essayent de un peu mixer les métiers. Nous, on a vraiment fait le choix d'avoir 3 métiers distincts dans les projets, donc d'avoir un product manager, d'avoir un designer, plutôt product designer on va dire, et derrière un développeur du coup low-code. Pourquoi? Parce que nous, notre idée, c'est vraiment de se dire que chacun va être expert vraiment de son rôle et de son métier pour pouvoir apporter la plus belle et la plus grosse valeur. Et tout l'enjeu, du coup, c'est effectivement comment est-ce que ces personnes vont travailler ensemble. Donc, comment ça se passe finalement un projet? C'est qu'on a du coup on a notre lead qui arrive, on commence à discuter du coup avec le client sur ses problématiques. Là, on a notre product manager qui va voilà, concevoir vraiment le produit avec lui. Si jamais le PM a des questions techniques, et c'est toujours le cas d'ailleurs, je dis si jamais, mais c'est tout le temps le cas, il va aller voir du coup en interne un développeur, donc ça peut être Alice, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, sur les dire selon toi, qu'est-ce qu'il vaudrait mieux faire ici?
est-ce qu'il vaudrait mieux faire ce choix-là, ce choix-là? Est-ce que tu penses que cette API, elle est connectable? Pour ceux qui savent pas ce que c'est une API, donc c'est une interface qui permet de connecter des solutions entre elles sur le web. Par exemple, une API qui est connue, c'est Google Maps. Si vous voulez intégrer Google Maps à une application web, voilà, il va falloir connecter cette API. Donc, ces choix-là, c'est des choix qui incombent du coup aux développeurs. Et c'est pour ça que c'est important, nous, qu'on ait vraiment un métier de développeur au sein de nos équipes pour pouvoir assumer ce rôle technique. Et donc, c'est comme ça qu'on intervient. Et puis finalement, une fois que la conception a été faite et que on a défini les fonctionnalités, que on a designé également la plateforme, derrière, du coup, le développeur rentre vraiment dans le vif du sujet pour la phase de développement. Où là, voilà, comme disait Alice, on est sur un type de développement full stack où le développeur qui est en charge du développement du projet va être complètement lead sur son projet et va vraiment développer à la fois donc le back-end, ce qu'il y a sur le serveur, le front-end, donc le visuel qu'on va voir, gérer la base de données, etc. Donc c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que on va être en capacité de faire beaucoup plus avec une seule personne, ce qui est aussi un peu plus gratifiant parce que finalement, on va pas juste développer une fonctionnalité dans un projet avec 20 développeurs ou ingénieurs. On a vraiment la capacité de faire finalement tout le scope du projet. Alors parfois, évidemment, on bosse à plusieurs dessus parce qu'on a des problématiques de timing ou des problématiques de scope qui sont un peu gros ou même parfois de technicité parce que même dans le low-code, il y a des niveaux de technicité qui sont différents. Donc voilà, parfois on doit bosser à plusieurs. Mais en tout cas, le scope de base du développeur va être beaucoup plus important que dans le développement traditionnel, ce qui est aussi très intéressant. Et on a une question par rapport à, du coup, cette organisation, une question de la part de Tim. Tu as mentionné product designer, mais alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu justement sa place dans ces projets? En fait, la question de Tim, c'est quelle place pour les designers dans le monde du no-code? Et du coup, je vais un peu la mettre sur Cube et vous demander vraiment le rôle de product designer chez Cube et sur les projets. Ouais, alors ça aussi, je pense que ça va dépendre effectivement des agences, ça va dépendre aussi des personnes qui développent dans le monde du no-code. Chez nous, le designer a une place vraiment à la fois UX et UI. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, donc UX, User Experience, c'est vraiment l'idée de quelle va être l'expérience utilisateur qu'on va mettre en place dans la phase du produit. Et lui, qui est User Interface, c'est globalement comment je vais, quelle palette de couleurs je vais mettre en place, un peu la brand, etc. Où je vais placer mes éléments sur mes écrans pour que ça réponde vraiment aux besoins du client, plutôt de l'utilisateur, pardon. Et donc le designer, en fait, lui, il va travailler main dans la main avec le product manager sur justement répondre à cette problématique d'expérience utilisateur. Donc si par exemple on est sur un développement d'une plateforme SaaS, ça va être éventuellement de réfléchir à un flow d'abonnement. Comment est-ce que la personne va créer son abonnement comment si on est sur une application mobile, ça va être quel est l'onboarding vraiment qu'on va mettre en place pour l'utilisateur pour qu'il comprenne concrètement ce que notre produit va apporter, etc. Donc ça va être vraiment le rôle du designer qui va répondre à cette question. Bon, j'ai mes fonctionnalités qui ont été définies par le product manager. Comment est-ce que je vais les décliner pour faire une expérience utilisateur la plus propre et la plus clean possible? Ok. Alors j'ai une seconde question là-dessus, mais juste avant, je voudrais prendre celle de Stan, qui est une question assez technique, donc ça se trouve, je vais écorcher des termes. Mais comment tu structures ton JS dans ton bubble? C'est par page. Est-ce que tu peux utiliser des libs? Alors, C'est pas ce que j'ai dit. non, ça va. Non, mais c'est pas forcément par page. C'est-à-dire que si on a des librairies à intégrer et qu'on en a besoin sur toutes les pages, c'est possible parce que sur Bubble, du coup, dans les settings, il y a un endroit où on peut rajouter du code dans le header et dans le body. Et sinon, tout ce qui est les modules en JS, on peut les rajouter grâce à des plugins qu'on va nous-mêmes créer. Ce sont du coup des éléments, des actions ou, comme l'avait dit Arthur, des calls API qu'on va coder et qu'on va intégrer du coup dans notre site sur Bubble. Ok.
Alors, si je peux ajouter quelque chose, il y a effectivement un truc qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir importer des librairies, on va pouvoir importer des modules Node aussi, c'est pour ceux à qui ça parle, via du coup le plugin builder de Bubble. Donc, Bubble nous ouvre un peu les portes de son éditeur en proposant la possibilité de créer nos propres plugins via du code pur et dur ou en intégrant même du coup des librairies qui existent. Donc, des librairies, je sais pas, souvent on utilise des librairies de graphiques comme Chart.js, des choses comme ça, qu'on intègre et qu'on aime bien utiliser parce que c'est des librairies qui ont fait l'unanimité sur le web traditionnel. Ce serait dommage de s'en passer. Et c'est là où vraiment il y a cette idée de low-code, hein, c'est que on a ce que Bubble nous propose. C'est un terrain de jeu hyper intéressant et qui peut être utilisé effectivement par des gens qui sont pas forcément techniques, mais qui va être limitant. Et nous, derrière, on a nos développeurs qui vont être en capacité d'aller chercher ce qui se fait de mieux dans le monde du développement web et l'intégrer du coup à Bubble, vraiment à notre stack technique pour dépasser un peu les limites et pouvoir apporter une expérience encore plus poussée dans les produits. Ok. Dis-nous, Stan, si ça répond. Ah ouais, ok, top, merci. Mais du coup, tu fais pas de React dessus, tu restes en vanilla. Effectivement. Pardon, excuse-moi, Alice, j'ai coupé. Non, je disais au passage. Ok. J'ai une question du coup par rapport au niveau de brief de vos clients. En fait, est-ce que ils arrivent avec un niveau, enfin, où ils ont déjà fait le product discovery et du coup, ils vous donnent beaucoup d'éléments là-dessus? Ou est-ce que derrière vous, PM, product designer et peut-être même dev, vous retournez vers des utilisateurs pour pour continuer la discovery justement? Est-ce que vous faites des Alors, interviews, etc. ouais, là c'est moi, ça sort un peu de mon scope, mais je vais répondre quand même parce que c'est quand même une question intéressante. Mais en fait, aujourd'hui, ça va vraiment dépendre des clients. On a vraiment de tout. On va avoir des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent, même qui arrivent et qui ont déjà les Figma de près. Ils ont vraiment le design, etc. Donc là, au final, ce qu'ils attendent de nous, c'est vraiment une expertise technique en low-code, et donc notamment en Bubble, pour les raisons qui sont que voilà, le low-code nous permet d'itérer facilement, beaucoup plus rapidement que du dev traditionnel. On a des clients qui, à l'inverse, arrivent en se disant bon bah là, moi j'ai vraiment une problématique, je sens que il y a quelque chose qu'il faut que je fasse là parce que je suis sur soit je suis pas du tout sur le cloud et c'est un vrai problème et mon business en pâtit complètement et donc il faut absolument que je passe sur une nouvelle technologie et donc je pense que voilà, Bubble peut être la solution, en tout cas une approche low code peut être la solution. Et dans ce cas-là, on reprend vraiment tout à la base. Donc avec donc on va faire du discovery, on va derrière travailler vraiment la stratégie produit avec nos product managers avant même d'enclencher la phase un peu plus low code ou no code, quoi. Ok, super clair. Pardon, excuse-moi. J'étais en train de préparer un sondage pour les participants et je ne peux pas rouvrir mon micro en même temps. Donc, excuse-moi. Ok, je voulais prendre une question de Mehdi, qui est PO et qui demande quelles sont les barrières du low-code. Et du coup, ça m'a donné envie de vous poser à tous les participants si vous pouvez aller vous rendre dans la partie sondage pour nous dire votre niveau en no-code. Parce que je trouve que c'est un peu une question que tu te poses quand tu as déjà pas mal pratiqué. Et du coup, j'aimerais bien savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Alors, j'ai pas mis d'échelle, mais du coup, 1, c'est que vous n'en faites pas du tout et vous ne savez pas trop. Et 5, c'est que vous en utilisez au quotidien à vous. Ah, j'ai senti ma voix qui partait. Du coup, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, vous, de votre côté, ce que vous avez identifié comme les limites du no-code? Oui. Denise. Ouais, je vais quelques-unes. Déjà, je pense que la principale, c'est un peu tout ce qui est stockage, parce que c'est vrai que pour des clients, on en a eu quelques-uns. Les limites, c'est que c'est stocké forcément sur le cloud, ils ont leur propre serveur et que effectivement, les applis, par exemple, vous appartiennent, mais elles sont quand même stockées ailleurs chez eux. Enfin, elles leur appartiennent plus, enfin, elles leur appartiennent, elles sont stockées là-bas. Donc ça, je pense que c'est une première limite qui peut être un peu dérangeante. Après, c'est surtout aussi dans l'adaptation où certaines choses vont pas être possibles pour l'optimisation. Il n'y a pas tant que ça, hein. En fait, ça s'est tellement amélioré que les limites que j'avais avant, je les ai plus trop. Alors oui, c'est vrai qu'on a. Ce
ce qui est marrant un peu dans le monde du no-code et low-code, c'est qu'il y a de l'évolution tous les jours. Tous les jours, on a un nouvel outil qui arrive. On avait une barrière avant qui finalement ne l'est plus parce que les éditeurs sont hyper à l'écoute de leur communauté, donc font avancer vraiment les produits dans ce sens. Donc, c'est hyper intéressant. Maintenant, alors, ce qu'il y a toujours vraiment comme limite dans le monde du low-code, ça va être un peu ce qu'on avait aussi avant dans le monde traditionnel du développement. C'est un peu, quand on fait un choix, forcément, on se crée des limites. Quand on fait un choix technologique, on se crée des limites. C'est toujours de savoir à quel point on est prêt à faire ce choix ou pas. Parce que si aujourd'hui vous partez sur du développement traditionnel en Python, par exemple, vous prenez un truc en Python, vous êtes limité derrière par cette stack. Donc, fondamentalement, vous pourrez faire ce que Python autorise de faire et faire éventuellement du front avec Python. Bon, c'est pas le genre de choses qu'on va aller faire. Et donc, c'est un peu le même principe quand on va être sur Bubble ou sur une technologie de code. C'est qu'on va avoir des limites, il faut juste en avoir conscience. Et derrière, par contre, ces limites, elles sont toujours, on peut toujours fonctionner avec. Par exemple, si je prends un cas concret, sur Bubble, faire de l'algorithmie, ça va pas du tout être possible. Si demain, ok, moi, il faut, pour mon projet et tout, il faut absolument que je fasse du machine learning, des choses comme ça, etc. Bon, Bubble, non, ça n'ira pas. Bubble est très bien pour faire de l'applicatif, donc gérer une base d'utilisateurs, proposer des fonctionnalités aux utilisateurs qui vont être, par exemple, des dashboards, des plateformes SaaS, des marketplaces, ce genre de choses. Et par contre, si vous avez besoin derrière de pousser avec un algorithme quelconque, là, vous avez le monde des API qui s'offre à vous et qui va vous permettre de dépasser un peu cette limite-là et de vous dire, j'ai envie de rajouter cette solution-là qui va me permettre de faire du machine learning ou cette solution-ci qui va me permettre d'accéder à une liste, je sais pas, de toutes les places de marché dans le monde. Bref. Ce qui est important, c'est juste de savoir finalement pour quel usage je peux utiliser quel outil. Et ça, c'est aussi quelque chose qui vient évidemment quand on rentre vraiment dans ce monde-là et qu'on commence à vraiment s'intéresser à l'écosystème et aux limites, mais aussi surtout à ce que peut faire chaque outil. Ça, c'est hyper intéressant. J'avais participé à une conférence pendant les Lions du samedi qui était par Alexandre Talon, qui est du coup no-codeur et bubbler aussi. Et en fait, on était très, très vite tombés. Enfin, il y a énormément de questions sur les outils et beaucoup de questions de est-ce qu'il faut mieux ça, est-ce qu'il faut mieux ça, comment on choisit et tout. Et ça, franchement, je me rends compte que c'est difficile quand t'es étranger, quand tu connais mal les outils. Après, le mieux, c'est peut-être d'interviewer des personnes qui utilisent les outils au quotidien. Comme ça, ils peuvent te donner un aperçu des limites et ce qui permet de gagner pas mal de temps de recherche. Mais c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Par rapport à cette question des limites, on en a une de Sonia en commentaire qui nous demande si on pourrait avoir une démo rapide de ce qu'on peut faire ou ne pas faire pour que ça soit un peu plus concret. Alors, je ne sais pas si du coup, l'exemple du machine learning, par exemple, tu as un peu donné des billes. Mais après, je pense que... Enfin, je sais pas, dis-nous, Sonia, si ça a un peu répondu, ou si vous avez peut-être quelque chose pour compléter. Après, ça dépend vraiment du techno. Il faut identifier son besoin pour trouver la techno qui va correspondre. Okay. En fait, pour rebondir sur ce que tu disais, Flavie, effectivement, il y a tellement d'outils qu'on ne sait pas forcément ce qu'on peut utiliser, ce qu'on doit utiliser. C'est hyper compliqué, je suis d'accord. Mais ça, c'est un problème qui est récurrent depuis 30 ans dans le développement. Quelqu'un qui est expert JavaScript vous dira toujours ah non, mais ça, fais-le en JavaScript. Ou alors quelqu'un, au contraire, qui a fait du PHP toute sa vie dit ah, mais ça, je peux le faire en PHP, c'est très bien. Et l'un ne donnera pas forcément tort à l'autre parce qu'ils auront chacun leurs arguments. Et ce qui est important, c'est de se dire qu'on est à l'aise avec le résultat. C'est surtout ça qui est important. Et c'est pour ça que, autant avant, on devait se battre vraiment avec nos clients et même avec les gens avec qui quand on évangélisait un peu le low-code, parce qu'on disait non, mais vous verrez, c'est vraiment une technologie qui est intéressante et qui va pas vous mettre de frein. Autant aujourd'hui, les gens commencent vraiment à prendre conscience que finalement, c'est juste un choix parmi tant d'autres. C'est de se dire, au lieu finalement de choisir un framework purement JavaScript ou un framework PHP ou un autre framework, finalement, je choisis ce framework Bubble parce qu'il il va être intéressant d'un point de vue rapidité d'exécution. Ça va être intéressant parce que c'est full stack, donc je vais pas avoir besoin de me poser des questions sur où est-ce que je vais l'héberger, comment je vais l'héberger,
Est-ce que, je vais pas avoir besoin de faire du DevOps, ce qu'on appelle du DevOps, hein, donc c'est gérer des serveurs derrière parce que c'est géré par l'éditeur lui-même. Et donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui nous fait gagner énormément de temps et qui rend la technologie beaucoup moins contraignante. Et bon, c'est aussi avec l'arrivée du cloud et aujourd'hui on est sur des technologies qui sont extrêmement matures à ce niveau-là, qui nous permettent de le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, les gens commencent à se rendre compte que bon, ben, c'est finalement un choix parmi d'autres qui sont disponibles. Et si on est à l'aise vraiment avec ce choix-là, il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais ou un meilleur choix qu'un autre. Ok. Et du coup, Sonia, donc, il demande un exemple. Alors, tu fais bien de le demander, Sonia. On va en montrer un juste après. Avant, j'aimerais prendre une question de Marion qui remet. Alors, une question est-ce que le low-code permet de développer une feature plus rapidement qu'avec du no-code? Ça dépend quelle feature pour le coup. Ok. Parce qu'il y a plein de features, en tout cas, nous, avec Bubble, il y a plein de features qui sont déjà présentes ou même qui ont déjà été codées par quelqu'un d'autre, où en fait, il suffit d'aller chercher le module dans la bibliothèque et finalement de le rajouter. Mais je pense que c'est plus rapide quand même parce que les éléments, on n'a pas besoin de les recréer en code, en général. On peut ajouter juste des actions qui vont être implémentées à ces éléments. Donc ça, déjà, ça peut amener plus de rapidité parce qu'on n'aura pas besoin de créer tout le bouton ou que sais-je, le groupe. Okay. Alors que, mais il y a aussi, enfin, quand on doit créer des éléments, pour moi, c'est un peu pareil parce qu'au final, on va recréer l'élément de A à Z aussi dans le plugin, parce que c'est possible de créer aussi que des éléments. Et pour moi, c'est un peu équivalent. L'intégration sera facile. On pourra l'intégrer partout. On n'aura pas besoin de le recoder à chaque fois. Mais le coder une première fois, pour moi, ça prendra, par exemple, le même temps, je pense. Okay. Je pense qu'un exemple concret assez frappant, c'est au niveau des connexions tierces avec les réseaux sociaux. Donc, par exemple, si vous avez envie de créer une application à laquelle vous voulez que vos utilisateurs se connectent avec Facebook ou avec Google, ce genre de choses, ça, c'est une fonctionnalité, ce sera toujours la même. C'est vraiment un truc, vous prenez ça, c'est vous cliquez sur un bouton, ensuite on est redirigé vers la page du réseau social en question, qui va nous autoriser à connecter et va nous retourner du coup les identifiants de l'utilisateur. Ça, en code pur et dur, alors certains qui ont l'habitude de bosser dessus me diront c'est très facile à faire, ok, pas de souci, mais ça prendra du temps. En no code, pour le coup, c'est quelque chose qui prend littéralement 3 minutes à partir du moment où la configuration a été faite. Et ça, c'est des choses, en fait, quand il n'y a pas de questions à se poser, dire pourquoi se les poser. On dire ça, cette fonctionnalité, elle fonctionne très bien, elle a toujours fonctionné comme ça, et personne n'a pas le choix parce que c'est même la solution externe qui nous l'impose de fonctionner comme ça. Donc, pourquoi le développer en code alors qu'on a un module qui fonctionne très bien et qui de toute façon n'a pas vocation à être changé. Et donc ça, pour le coup, l'intégrer, ça prend littéralement 3 minutes. Et donc, dire 3 minutes versus éventuellement un dev qui serait bon, il mettrait peut-être qu'une heure à faire ça. Mais 3 minutes versus une heure, voilà, on a quand même un gap qui est pas des moindres. Okay. Et du coup, en parlant un peu de la durée, on a une question de Nitusha qui demande quelle a été la durée de développement la plus courte que vous ayez fait sur un projet? Alice, peut-être toi dans tes exemples, est-ce que tu en as Moi, dans mes exemples, les durées, la plus courte, je crois que c'était quand j'avais fait le plus court, c'était 1 mois et demi, 2 mois, je crois, le plus court des projets que moi j'ai fait. Mais en interne, c'est pas le plus court. Hein. Non, ouais, en interne, on a déjà fait une semaine. Une semaine. On a déjà fait une semaine sur un projet. Alors, moi, c'est pas forcément quelque chose que je défends, cette approche de dire qu'il faut vraiment aller vite. Je suis d'accord sur l'approche produit, il faut aller vite sur son marché, hein, c'est évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une idée, et je pense que pour tous les PM ici, c'est important de l'avoir en tête, que à partir du moment où on a une idée, il faut avoir une approche assez lean. On va se dire, bon, ok, je vise qu'à 1 ou 2 mois, j'ai mon premier produit pour pouvoir faire ça. Par contre, se dire que grâce au no-code, au low-code, je vais pouvoir dev en 2 jours, ça, je pense que c'est une utopie et c'est se poser les mauvaises questions. Parce qu'effectivement, même si techniquement on peut le faire, ça ne veut pas dire que derrière le produit aura du sens ou que on va faire les bonnes choses. Et honnêtement, on n'a pas besoin de mettre 2 jours pour développer un truc. Je pense que déjà,
s'est fixé 1 mois pour sortir un MVP, c'est déjà très court. Et ce temps-là, à un moment donné, il doit être incompressible pour pouvoir faire les bons choix et se poser vraiment les bonnes questions en tant que déjà product manager, mais tout globalement en tant que product builder, si les gens devaient faire à la fois le développement et le produit. Et il faut vraiment, je pense, se méfier des gens qui promettent de faire des choses en 2 jours, parce que bon, ben voilà, ça va être pour plutôt du POC. Donc il faut vraiment que c'est un objectif POC, c'est-à-dire de dérisquer quelque chose et pas de se dire au bout de 2 jours, je vais pouvoir vendre des choses parce que c'est pas ça vos utilisateurs ils voudront pas. Ça me fait penser à un outil qui avait été partagé dans une newsletter de Shubham, qui est un expert Notion que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui s'appelle Ça vaut le coup. Et un peu, c'est sur c'est sur les mêmes questions. C'est en fait, est-ce que ça vaut le coup d'automatiser une tâche de votre quotidien? Et en gros, l'idée, c'est un outil de calcul. Vous mettez, je passe, je sais pas, 30 minutes par jour à envoyer des invitations pour mes webinaires. Et en gros, justement, si j'arrivais à automatiser cette tâche, combien de temps je gagnerais sur une semaine? Combien de temps je gagnerais sur un an? Parce que tu te dis 30 minutes par jour, ça va. Bon, 30 minutes par jour, c'est énorme. 30 minutes par semaine, ça va. Tu le refais sur un an, tu te dis, OK, alors là, il faut que je me pose sur les outils pour automatiser ça. Du coup, voilà, outil que j'ai trouvé très, très cool. Je vous l'ai mis dans le chat. Trop bien. Écoutez, si ça vous va, j'aimerais bien qu'on voit un cas d'étude de Cube. Vous nous montrez un projet, comme ça pourrait aussi un peu répondre à la question de Sonia. Carrément. Qui veut... Arthur, tu peux partager? Arthur, Ouais, j'ai partagé mon écran. Alors pour ça, du coup, j'ai choisi un projet qui n'est pas forcément le plus complexe qu'on ait fait, mais qui est intéressant parce que je pense que ça répond vraiment bien à cette approche low-code qu'on met en place chez Cube et qui peut être intéressante pour beaucoup de personnes parce que c'est un projet donc on va dire B2C où tout le monde du coup peut avoir accès à ça. Où l'idée de base c'était de reprendre un existant. Vous voyez bien mon écran, il n'y a pas de souci. Et l'idée, c'était de reprendre du coup un existant et de le transférer sur justement une stack low-code qui nous permettrait d'être beaucoup plus rapide et en exécution, mais aussi du coup en itération et en évolution du projet. Donc, ce que je vous montre là, c'est donc Pet Adoption, du coup, qui est un projet de Pet Alert, qui a pour objectif en fait d'adopter du coup des animaux, donc des chats, des chiens. L'idée globale de ça, donc de cette application web, c'est de mettre en relation donc des personnes qui soit des éleveurs qui veulent vendre du coup, des animaux, donc si on a la possibilité donc de les acheter parce que c'est des pures races, voilà, ou des particuliers qui vont tout simplement les porter et qui veulent trouver des personnes à qui les donner. Donc, ce qui est intéressant vraiment là-dedans, c'est que on est sur une technologie donc Bubble, hein, vraiment full stack. On a très peu de code là-dedans. On va être sur 90%, on va dire de no code, vraiment de Bubble. On va être sur 10% vraiment de code. Et par contre, on va être sur 100% de réflexion pour justement se dire bon, quels sont les meilleurs choix qu'on va pouvoir faire pour réussir à faire un produit qui a du sens et qui en même temps ne prendra pas trop de temps à développer. Donc, pour info, en termes de conception, sur ce projet, alors ah mince, c'est vrai que ça ouvre une nouvelle table, je vais vous partager ça. En termes de temps qu'on a passé dessus, on a passé en conception environ 1 mois, vraiment, où on a décortiqué donc l'existant, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on va pouvoir garder est-ce qu'on garde le design, est-ce qu'on refait une phase design? C'était pas le plus important, mais le design qu'il y avait avant était un peu obsolète. On s'est dit, il faut quand même qu'on fasse une petite phase design dessus pour avoir quelque chose un peu plus au goût du jour. Et en termes vraiment de pur dev, à peu près pareil, je dirais 4 semaines, on a vraiment développé ça. Et pour le coup, c'est du développement entre guillemets from scratch, donc c'est-à-dire on nous part d'une feuille blanche. On n'est pas parti d'un bubble ou d'un template existant. Et en 4 semaines, on a réussi vraiment à sortir ça. Donc c'est là où ou en tout cas moi je trouve que c'est vraiment un bon cas d'usage parce que
plein de personnes peuvent avoir un peu les mêmes problématiques dans leur projet. Et comme on n'a pas une grosse problématique technique, mais finalement la problématique, elle va être plus sur l'usage et sur le produit, le low-code était complètement logique pour ça. Et je vous vois venir, on aurait pu le faire effectivement en complètement no-code, mais par exemple, on n'aurait pas eu des carousels comme ça un peu sympas. Nous, on va avoir des choses. Bon, alors là, il n'y a qu'une seule photo, mais s'il y a plusieurs photos, on pourrait les voir. Donc, bref, pour pouvoir un peu rajouter du pimp et des choses un peu sympas, on se laisse toujours cette marge de manœuvre pour pouvoir coder des petites choses en plus. Ok, alors du coup, ouais, c'était ma question. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu là, justement, tu nous parles du carrousel. Il y a d'autres choses qui ont été faites là en code, par exemple? Alors sur cette page, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont été faites en code? Alors souvent, il y a des petits scripts vraiment JavaScript qui vont être présents pour pouvoir, évidemment qu'on ne voit pas ici, mais qui vont permettre éventuellement de suivre des actions d'utilisateurs, qui vont permettre éventuellement d'imprimer des pages, ce genre de choses. Alors là, sur ce cas d'usage en particulier, j'en ai pas forcément en tête. Je crois que vraiment le principal, celui qui a pris du temps, bizarrement, et pourtant la fonctionnalité comme ça paye pas de mine, hein, c'est vraiment ce carrousel-là. Tout le reste, sinon quasiment c'était du no-code. Là où par contre il y a eu aussi une vraie problématique, quand je rebondis dessus, une vraie problématique de développement, c'était sur la migration de la donnée, qui était un gros problème parce que souvent on utilise le no-code et le code pour des projets qui se lancent. On va avoir vraiment juste une problématique de créer un nouveau produit. Et donc, on va utiliser le no-code pour aller vite sur le marché. Là, en l'occurrence, on avait déjà un existant. Et donc, on a aussi cette problématique que les développeurs ont traditionnellement, qui est de faire une migration de base de données sur de l'existant, donc avec des comptes utilisateurs, avec des animaux qui étaient déjà adoptés ou à l'adoption. Et donc, tout ça, faire ce transfert-là, ça nécessite évidemment des compétences techniques pour dire bon ça on va pouvoir le faire, ça on va pas pouvoir le faire, ou comment on va faire justement pour faire le lien entre les deux. Et en termes de vraiment taille de base de données, on avait quelques dizaines de milliers de records, donc de lignes dans la base de données qu'il a fallu migrer, qui pareil ont pris un peu de temps et de ressources de cerveau de développeurs. Ok. Alors ça, tu vois, vraiment, ça résonne vachement. Enfin, dans un autre cas de figure, nous, on a fait la migration du site internet de John Maestro il y a 5 mois. On est passé de Wix à Webflow. Et alors, ce que je n'imaginais pas du tout, c'est le temps que ça m'a pris à faire migrer tout ce qu'on avait déjà. Mais là, je te parle le contenu CMS, etc. Ouais. Moi qui n'avais jamais fait ça et je m'étais pas rendu compte que c'était justement ce qui est dans la timeline du projet, ce qui a pris le plus de temps. Ça, pour le coup, vraiment, ça fait vachement écho avec ce que tu dis, du coup. Juste, Ouais. tu as voulu nous prendre par les sentiments avec Chocapic et tous ces animaux trop mignons. Voilà, est-ce qu'ils sont pas mignons? Ouais, Ils sont plus adoptés. on espère. Et donc, oui, alors, pour finir un peu sur ce projet, alors en termes pareil d'ordre de grandeur, souvent on entend que le no-code c'est pas scalable. Hein. On va dire bon voilà, non mais super, avec les technologies type Bubble, c'est bien pour un POC, c'est bien pour un premier produit, mais vite il va falloir passer à autre chose. Là pour information, on est à 200 000 utilisateurs mensuels sur cette application-là. Et ça tourne tout à fait bien. Enfin, on n'a pas de limite. Et c'est là où, encore une fois, je le répète, le développeur a sa part de responsabilité et hyper important. C'est qu'il y a des façons de no-coder, il y a des façons de low-coder, comme il y a des façons de coder. Et ça, si on n'est pas expert là-dedans, forcément, on fait des erreurs qui amènent du coup à des performances réduites, qui amènent à des choix techniques qui sont pas les bons, qui vont faire que derrière, on arrive à un produit qui semble pas fini. Et donc voilà, donc vraiment on est sur un ordre de grandeur de plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs mensuels et le site tourne très bien sur un plan, pour ceux qui connaissent Bubble, on est sur un plan professionnel, donc à 120 $ par mois. Donc voilà, 120 $ par mois pour faire tourner un business comme ça, c'est quand même très rentable. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez dingue de pouvoir avoir accès à ça aujourd'hui.
Mmh. On a une question du coup, par rapport à ça, sur toutes les bonnes pratiques de Stan et Sonia. C'est quoi vous, vos ressources pour justement rester, constamment enfin vous former, aux nouveautés et justement à ces bonnes pratiques? J'imagine que ça prend une bonne partie de votre temps, parce que vous bossez quand même sur des outils qui évoluent constamment. Comment vous faites du coup pour vous former? Bah, déjà, par rapport à Bubble, c'est vrai qu'il y a une grande communauté derrière. Donc, quand on a des problématiques ou qu'il y a des features qui apparaissent, bah, on est au courant. Il y a une newsletter qui est présente et même en interne, on fait tous les lundis, on parle un peu de ce qui se passe et même au fur et à mesure de la semaine. Et surtout, quand on a une technologie low code, je pense que la première chose, c'est quand même juste d'aller chercher sur Internet, bah, justement, juste en tapant les bonnes pratiques. Et en général, on a déjà quelques petites choses qui arrivent. Et la plupart du temps, c'est aussi tourné bah, par rapport aux data, comment on va organiser nos data pour que effectivement, quand on les appelle et quand on va les afficher, bah, tout soit fluide. Et ça dépend vraiment de l'arborescence qu'on va donner à notre base de données. Moi, c'est surtout ça, les problèmes d'optimisation qu'on a principalement. OK. Alors, ouais, je pense que plus généralement sur les ressources qui existent, il y a beaucoup de choses. Alors, aujourd'hui, dans le monde du low-code, on a surtout des ressources en anglais. On sent qu'il y a une vraie volonté en France de commencer à créer de la ressource en français aussi, pour justement pouvoir toucher des personnes qui ne seraient pas anglophones. Euh, Malheureusement, en tout cas pour des développeurs quali, aujourd'hui, en termes de ressources, il n'y a pas forcément grand-chose en français. Par contre, en anglais, il y a le forum vraiment de Bubble. Là, on se cantonne à Bubble, il y a vraiment le forum qui a un vivier hyper intéressant. Derrière, il y a un guide euh, des good practices pour faire justement du Bubble performant qui existe. Je pourrais vous le retrouver. Normalement, si vous tapez best practice for Google Bubble Performance sur Google, vous devrez tomber dessus. En France, sinon, il y a Otto qui fait des formations, enfin qui propose des ressources qui sont assez intéressantes, mais bon, pour le coup, c'est vraiment très early, donc c'est un peu plus pour rentrer et un peu casser la barrière à Bubble. Souvent, parce que quand on rentre dans l'éditeur Bubble, bon, il y a plein de choses, parce qu'à un moment donné, quand on veut faire des applications web comme Pet Adoption, forcément, il faut un outil complet. Donc voilà, ça fait souvent peur. Donc lui, chez Otto, ils sont très dans l'approche. Voilà, on va vous expliquer comment ne pas avoir peur et un peu sur 2 semaines faire les premiers pas. Par contre, tout ce qui va être après, vraiment, les ressources vraiment qualitatives pour devenir un bon développeur Bubble, aujourd'hui, c'est malheureusement en France très limité. Et il faut, comme le disait Alice, s'informer sur Internet directement, en allant chercher des vidéos YouTube, en allant chercher sur le forum, en aussi regardant ce qui se fait dans le monde du développement tradit. Parce que voilà, dans le monde du développement traditionnel, et je rebondis un peu sur la question là de Sonia, sans quelle bonne pratique pour la performance, c'est qu'en fait, derrière, il faut toujours se poser la question, derrière cet outil, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est assez compliqué. C'est quelque chose qui s'apprend un peu sur la durée, ou quand on a des bases de développeurs, à se dire, bah voilà, par exemple, quand je vais afficher tous mes chiens là, faut que je sache que c'est une base de données derrière, que je vais faire un appel à cette base de données, qu'il y a des règles qu'il faut faire, qui sont une architecture de base de données qui est faite d'une certaine façon. Et ça, c'est pas forcément Bubble qui va imposer ces règles, c'est plus euh, d'avoir des notions de base de données qui va vous permettre de répondre à cette problématique. Et ça se trouve finalement un peu partout. Il y a des cours en ligne qui existent sur comment bien formater une base de données, quelles sont un peu les règles, etc. Et donc finalement, si on a déjà ces règles-là, si on connaît déjà un peu le monde du développement web, derrière, on peut le rapporter aux outils qu'on utilise, que ce soit Bubble, que ce soit Webflow, parce que sur Webflow, c'est même le même principe. Tu l'évoquais tout à l'heure, Flavie. C'est même, on va voir les mêmes problématiques traditionnelles du web, à savoir des balises HTML, l'intégration de scripts, etc. pour ça. Et ça, c'est des choses qui peuvent s'apprendre sur Stack Overflow, qui peuvent s'apprendre sur YouTube, etc. Ou dans des formations dédiées à ça. Mmh. Ouais, je vous mets en lien justement par rapport à ce que tu dis, Arthur,
un lien vers un MySlix qu'on a fait justement avec Stan sur les bases de la tech, à savoir, alors c'est au niveau initiative, mais on parle un peu justement de tous les mots-clés de la tech pour commencer un peu à s'initier, à se familiariser avec tous ces mots. Et je vous ai remis aussi la page vers le programme détaillé justement du parcours qu'a construit Stan. On arrive au bout du MySlix. J'aimerais bien prendre une dernière question, celle de Marie. Qui demande préconisez-vous de se spécialiser sur une seule techno ou d'être formé sur plusieurs? Moi, je pense. Ça, c'est la question à 1 million, ça. Perso, je pense Alice, je te laisse répondre. Je répondrai après avec ma version. du complet, ça. Mais je pense qu'il y a pas forcément besoin de se spécialiser sur une techno. Pour moi, je pense que c'est vraiment un mindset à avoir et que déjà pour se former, même pas pour l'utiliser après, mais déjà pour se former, il faudrait en voir plusieurs pour justement s'habituer à réfléchir, peu importe la technologie qu'on utilise ou le langage. Vu que finalement, ce qui est important, c'est la logique, encore une fois. Et du coup, ce qu'on va en faire. Donc, non, je pense pas que ce soit important qu'on se spécialise dans une en particulier. Après, selon le besoin et ce qu'on veut faire dans la vie, c'est bien aussi d'avoir une expertise sur une techno. C'est toujours une plus-value. Je pense qu'effectivement, ça va jouer là. En fait, si on veut devenir vraiment développeur, c'est l'objectif de devenir développeur low-code, il faut commencer par une techno parce que c'est là où on va permettre de vraiment créer de la valeur en tant que développeur. Par contre, si on veut rester sur un métier plus de product, voir plusieurs technos, c'est plus intéressant parce que justement, c'est là où vous allez pouvoir identifier quelle technologie et quelle solution est intéressante pour quel cas d'usage. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de voir beaucoup de choses. Par contre, en général, si vous êtes sur un développement d'un produit où la stack, où la technologie en tout cas est basée sur une approche low-code, pour moi, il y a forcément 2 métiers différents. Il y a un moment quelqu'un qui va faire du product, il y a quelqu'un qui va faire du développement. La personne qui s'en charge du développement, elle doit être experte de sa technologie. Parce que sinon, elle va être à un moment bloquée par cette techno, enfin, en tout cas par ses compétences. Et du coup, elle pourra jamais aller franchir un peu les barrières qui vont lui être demandées. Parce que si on veut faire vivre un produit et on est en équipe et on veut faire vivre un produit, à un moment donné, il faut pouvoir franchir ces barrières-là et pas arriver au premier mur et se prendre le premier mur qui arrive. Oui, complètement. Non, je vous rejoins à fond. En plus, Marie, il me semble que en introduction, tu nous disais que tu étais PM. Et alors justement, pour le coup, ça, c'est vraiment la naissance du programme chez Maestro. C'est à force d'observer et d'entendre les product managers qui sont nos alumni, nos intervenants, nous parler justement d'à quel point le no-code est de plus en plus présent dans leur quotidien et surtout de ce besoin de devenir autonome et de pas toujours avoir à faire appel à un dev pour tester ses idées, pour faire son POC, pour faire son MVP, et en fait d'avoir cette autonomie parce que justement tu connais suffisamment un peu des outils, tu sais vers lesquels tu te diriges et tu connais aussi ta limite à partir du moment où en fait tu as suffisamment testé ton idée pour dans ce cas-là la lancer en prod, et alors là tu passes avec une personne dont c'est le métier, etc. C'est bien qu'on arrive vers la fin parce que ma voix arrive vers la fin aussi. Et d'ailleurs, du coup, je vous remets aussi le lien vers le programme qui est détaillé de Maestro. Et nous, on a vraiment voulu faire une approche où, en fait, les problématiques et la question de quel outil je vais utiliser, je te la pose toujours sous le spectre, de qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux créer comme valeur, c'est quoi l'objectif de mon produit. Et ça revient aussi vachement avec la philosophie que vous avez parlé là, cette heure-ci sur Cube. C'est vraiment toujours penser d'abord à ton problème et avoir la vision de tout ce que tu peux mettre en place et des manières que tu peux utiliser techniquement pour y répondre. Mais ça vient vraiment ensuite la technique. Et on a une dernière question de Stan, et puis on va finir sur celle-ci parce qu'on a déjà un petit peu débordé, qui nous dit que sur votre home, vous mentionnez aussi l'outil Webflow. Est-ce que effectivement vous l'utilisez aussi, et comment vous choisissez entre Bubble et Webflow? Alors là, je pense que souvent, on met en relation vraiment Bubble et Webflow en disant c'est soit l'un, soit l'autre. Et je pense que c'est une mauvaise approche. En fait, c'est vraiment différent. Il faut se dire que dans le développement web et même dans le développement globalement, il y a différents types de produits. Webflow, on est vraiment sur du site web. On est sur du site web, c'est-à-dire du site web qui est un but marketing, vraiment. C'est un but marketing, c'est un but de présenter des choses. C'est un but aussi de mettre en avant via du design une solution, une vision, un objectif.
Donc, en général, quand on est sur vraiment cette approche-là marketing d'un projet, on sera sur du Webflow. Par contre, quand on est sur un but applicatif, donc on a vraiment un projet où il y a une base de données, où il va y avoir des utilisateurs, etc. Là, en l'occurrence, on utilise Bubble. Très clair. Je remets justement exactement ce petit récap dans le chat, mais c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et nous, c'est déposé pour Maestro, et du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur Webflow, parce que pour un site web vitrine, c'était le meilleur outil. Et c'était pas du tout du Bubble, parce qu'il n'y avait pas justement besoin d'une interface utilisateur, etc. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. C'était super chouette de vous avoir, la Team Cube, d'avoir toutes ces infos sur votre quotidien, même de découvrir un exemple d'un de vos projets. J'espère que tous nos participants ont appris plein de choses, ou peut-être que vous repartez avec encore plus de questions sur le low-code et que vous avez envie d'aller directement vous inscrire à la newsletter, etc. Pour la newsletter Bubble pour justement en apprendre encore plus. J'aime bien toujours à la fin des maestros demander une petite note 0 à 5. 0, c'est que vous avez rien appris, et 5, c'est que vous avez bien appris, et 4, c'est peut-être que vous avez appris mais que vous avez encore besoin d'apprendre beaucoup et que vous avez encore pas mal de questions. Voilà, si vous pouvez nous mettre dans le chat, comme ça on se rend compte un petit peu. 5, ok. Pas mal de merci dans le chat, bon, super. Ça veut dire que le travail a été bien fait. 5, super. Bon, bah, bravo. Mission accomplie. On a pu répondre un petit peu à toutes les questions sur ce métier. Je ne vais pas parler de l'après-midi, moi, parce que là, c'est fini. En tout cas, merci beaucoup, Arthur et Alice, pour cet temps ensemble. Merci de nous avoir invités, Flavie, et merci à tout le monde d'être venu pour suivre cette discussion. Ouais, à fond, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Et puis, nous, on vous enverra un petit email de récap avec, si possible, la ressource dont tu parlais un peu plus tôt, Arthur. Comme ça, on pourra la partager à tous les participants. Merci beaucoup tout le monde. Bon après-midi. Bye bye.